Et si les pierres utilisées pour construire la Grande Pyramide provenaient de Torah et que Torah se trouvait à 40 km à l'est? Et si tout ce qu'on vous a appris sur les pyramides était un mensonge? On nous a dit que le pharaon Khufu avait construit la Grande Pyramide avec des outils en cuivre et 20 ouvriers en seulement 20 ans. Mais que diriez-vous si Graham Hancock vous disait que c'est impossible? Je crois que nous sommes à nouveau face à une technologie disparue. Et c'est cette apocalypse antique, il y a 12 ans, qui l'a anéanti. Il a passé des années à fouiller dans des archives historiques interdites, des cartes anciennes, des documents déclassifiés et des données archéologiques occultées. Ces découvertes ont stupéfié même les chercheurs les plus chevronnés. Voici la preuve de l'identité des véritables bâtisseurs des pyramides et vous serez stupéfait. Graham Hancock, l'homme qui a refusé de se taire. Graham Hancock n'est pas un historien comme les autres. Il n'est ni égyptologue, ni professeur titulaire, ni membre de l'élite universitaire. C'est précisément pour cette raison que tant de gens lui font confiance. Ancien journaliste et The Economist, Hancock a opéré un tournant radical dans les années 1990. Il a cessé de courir après les gros titres pour se consacrer à une histoire plus profonde oubliée. Ses questions étaient simples. Et si les civilisations anciennes étaient bien plus vieilles qu'on ne le pense? Et si nos livres d'histoire ne racontaient ce que la moitié de l'histoire? Et si la vérité avait été littéralement enfouie sous des siècles de sable de pierre et d'un conservatisme académique inflexible? Depuis plus de 30 ans, Hancock parcourt le monde. Des pyramides d'Égypte aux jungles d'Indonésie. Des vestiges engloutis au large des côtes japonaises, aux temples d'Amérique centrale. Il a interviewé des experts en géologie, astronomie, langues anciennes et mythologie comparée. Son approche multidisciplinaire met en lumière des schémas que le monde universitaire traditionnel ignore souvent. Si les chercheurs traditionnels qualifient cela de pseudo-science, des millions de lecteurs et de spectateurs voient en Hancock non pas un théoricien du complot, mais un lanceur d'alerte sur l'histoire ancienne. Ses détracteurs qualifient ces théories de dangereuses trompeuses, voire anti-intellectuelles. Mais des millions de personnes voient autre chose, un homme qui pose les questions que personne d'autre n'oserait poser en s'appuyant sur des recherches, des images et des faits. Ce qui distingue Hancock, ce ne sont pas seulement ses idées, mais son refus de se taire. Il ne prétend pas détenir toutes les réponses. Il souligne simplement que la version officielle ne tient pas la route, que les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas et que notre passé recèle bien des secrets. Et en tête de la liste des merveilles incomprises de Hancock figure le monument le plus imposant et le plus énigmatique de tous, la Grande Pyramide de Gizeh. Le problème de Khufu, un monument sans nom. La Grande Pyramide de Gizeh est la structure la plus emblématique de la planète. Pourtant, lorsqu'on cherche des réponses à l'intérieur, un phénomène étrange se produit, il n'en a aucune. Selon la version officielle, le temple aurait été construit vers 2500 avant notre ère par le pharaon Khufu, également connu sous le nom de Khups. Le récit raconte qu'il fallut un peu plus de 20 ans pour l'achever, grâce à une main-d'œuvre considérable d'ouvriers qualifiés et non d'esclaves. Environ 2 millions de blocs de calcaire furent mis en place à l'aide d'outils en cuivre de traîneau en bois et d'une force humaine colossale. Cette histoire est racontée et répétée depuis des générations dans les manuels scolaires, les musées et les salles de classe. Mais Graham Hancock n'y croit pas. Sa question est simple, où sont les preuves? C'est ça. Pour une civilisation aussi soucieuse du détail que l'Égypte antique, le silence qui règne à l'intérieur de la Grande Pyramide est assourdissant. La plupart des tombeaux royaux regorgent d'inscriptions tirées du Livre des morts, d'éloges aux dieux, des noms des pharaons, de déclarations de pouvoir gravées et de généalogie divine. Mais à l'intérieur de la Grande Pyramide, il n'y a rien. Pas un seul hiéroglyphe sur les murs intérieurs. Ni grands reliefs, ni dédicaces, ni textes funéraires. Juste d'immenses chambres silencieuses, creusées dans la pierre. Même le prétendu sarcophage de la chambre du roi est sujet à caution. C'est une simple boîte en granit, sans inscription, sans décoration, et vide. Aucune momie n'y a jamais été découverte. Aucune relique funéraire, aucun sceau royal, rien ne prouve que Khufu ou qui que ce soit d'autre ait jamais été inhumé à cet endroit.
Alors, d'où vient ce lien avec Khufu d'une seule chose, des marques de carrière, sortes de graffitis anciens, qui auraient été tracés à l'intérieur d'une chambre secrète située au-dessus de la chambre du roi. Ces marques auraient été découvertes en 1837 par le colonel Howard Weiss, un explorateur britannique qui utilisait des explosifs et des outils rudimentaires. D'après le journal de Weiss, la chambre était scellée jusqu'à ce qu'il y pénètre par effraction et découvre par hasard des inscriptions mentionnant Khufu. Cependant, Hancock et d'autres chercheurs soulignent la fragilité de cette affirmation. Premièrement, Weiss était en concurrence avec un autre explorateur qui était sur le point de le surpasser. Deuxièmement, aucun témoin n'a assisté à la découverte des graffitis de Khufu. Troisièmement, plusieurs incohérences dans les écrits de Weiss laissent à penser qu'il aurait pu falsifier ces inscriptions pour s'assurer gloire et financement. À ce jour, cette marque de carrière est la seule preuve directe reliant Khufu à la Grande Pyramide. Elle n'est pas gravée dans la pierre à l'extérieur. Elle ne figure dans aucun papyrus ancien décrivant le processus de construction. Et elle ne figure sur aucun bas-relief de temple, ni dans aucun tombeau royal de l'époque. Alors, pourquoi ce monument colossal, véritable, prouesse d'ingénierie sans égale, même aujourd'hui, est-il officiellement attribué à un roi qui n'y a laissé aucune trace? La réponse de Hancock est troublante. Il suggère que la pyramide n'a pas du tout été construite pour Khufu. Khufu l'aurait plutôt découverte, en aurait hérité, puis se l'est appropriée. Il est possible que des dynasties égyptiennes ultérieures aient restauré ou réutilisé d'anciennes structures sans en comprendre pleinement l'origine. Cela expliquerait pourquoi une structure aussi élaborée se distingue si nettement des autres pyramides de l'Ancien Empire, dont la plupart ne sont aujourd'hui plus que des amas de ruines. Autrement dit, les véritables origines de cette pyramide étaient peut-être déjà un mystère, même pour les anciens Égyptiens. Mais même si l'on admet que Khufu ne l'a pas construit, ou qu'il l'a simplement hérité, une question plus vaste et plus complexe demeure: comment a-t-il été construit? Car ce qui suit n'est pas une simple curiosité historique. C'est une véritable impossibilité d'ingénierie, l'ingénierie qui ne devrait pas exister. Quand on se débarrasse des mythes et qu'on admire la mécanique brute de la Grande Pyramide, une évidence troublante apparaît. Il ne s'agissait pas d'un projet de construction primitif, mais d'un modèle d'ingénierie de précision dont les bâtisseurs modernes auraient encore du mal à se hisser à la hauteur. Commençons par les bases. La Grande Pyramide est alignée sur le nord géographique avec une marge d'erreur de seulement 0 degré. Non pas le nord magnétique, mais le nord géographique, une direction que seul un instrument sophistiqué et des satellites permettent aujourd'hui de mesurer avec précision. Pourtant, il y a plus de 400-500 ans, cet alignement a été réalisé grâce à des outils, semble-t-il, en cuivre et en pierre. Comment? Et puis, il y a la base de la pyramide. Elle s'étend sur plus de 5 hectares. Et pourtant, elle est parfaitement pleine, avec une variation inférieure à 2 cm sur toute sa surface. Même avec les équipements topographiques laser modernes, atteindre un tel niveau de planété à une échelle aussi vaste représenterait un défi colossal. Et puis, il y a la façon dont les pierres s'emboîtent. Les pierres de parement en calcaire, dont beaucoup ont été décapées au cours des siècles suivants, et les blocs de granit intérieur sont ajustés avec une telle précision que dans bien des cas, on ne peut y glisser une lame de rasoir. Certains joints sont en angle, d'autres courbes. Ils ne se contentent pas de s'emboîter parfaitement, mais s'imbriquent en absorbant les forces et le poids. Il ne s'agit pas d'un empilement bâclé, mais d'un travail complexe et délibéré. Masonnerie. Considérons maintenant les outils décrits dans la version officielle des ciseaux en cuivre et des pierres à piler en dollarette. Or, le cuivre est un métal mou, bien trop mou pour tailler le granit. L'archéologie expérimentale a tenté de recréer ce procédé avec ces outils, mais les résultats furent lents, inefficaces et imprécis. Au mieux, il faut des heures pour progresser minimalement sur une seule pierre. Au pire, les outils se cassent presque immédiatement. Pourtant, la Grande Pyramide contient environ 2 millions de blocs, dont certains pèsent entre 2 et 15 tonnes. Il a fallu les extraire, les tailler, les transporter et les poser avec une précision extrême.
Selon le calendrier officiel, tout cela a été réalisé en une vingtaine d'années. Cela signifie poser un bloc toutes les 2 minutes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 2 décennies, sans interruption, sans erreur et avec une régularité mathématique parfaite. Plus énigmatique encore est la conception des chambres intérieures, notamment la Grande Galerie et la Chambre du Roi. La géométrie y est élégante, réfléchie et riche de sens mathématique. Le rapport hauteur sur base de la pyramide est proche de puits, et sa structure recèle des connaissances sur les équinoxes, l'année solaire et même la courbure de la Terre. Il ne s'agit pas d'un simple tombeau, mais d'un instrument scientifique taillé dans la pierre. Graham Hancock l'exprime simplement, il ne s'agit pas d'essais et d'erreurs primitifs, mais d'ingénierie de pointe. Il soutient que la qualité de construction et l'ingéniosité architecturale de la Grande Pyramide surpassent de loin celle des pyramides postérieures. En effet, la plupart des pyramides construites après Khufu sont instables ou s'effondrent, certaines n'étant plus que des ruines à peine reconnaissables. Comment les Égyptiens ont-ils pu dès le départ atteindre une telle perfection, pour ensuite régresser? Pour Hancock, la conclusion est inévitable. La Grande Pyramide n'est pas un produit de l'Ancien Empire. Elle a soit été héritée, soit réaménagée, soit construite par une civilisation possédant des connaissances et des outils qui nous sont aujourd'hui inaccessibles. Quelle que soit la vérité, une chose est claire. La Grande Pyramide n'a pas seulement été construite, mais conçue avec une ingéniosité qui défie l'époque. Mais ce mystère recèle une autre dimension. Car la construire est une chose, mais transporter les matériaux relève de l'impossible. D'où proviennent exactement ces énormes pierres et comment ont-elles été transportées? L'énigme des 4,20 tonnes. Déplacer l'impossible. Si la construction précise de la pyramide n'était pas déjà un mystère en soi, le transport des matériaux de construction ajoute une dimension énigmatique supplémentaire. C'est particulièrement vrai lorsqu'on examine le cœur de l'édifice, la Chambre du Roi. Contrairement aux blocs de calcaire utilisés pour la majeure partie de la pyramide, les murs et le plafond de la Chambre du Roi étaient en granit, une pierre beaucoup plus dure et plus lourde. Et pas n'importe quel granit. Ces blocs massifs, dont certains pèsent jusqu'à 80 tonnes, ont été transportés depuis Aswan, une carrière située à plus de 500 mètres dans le sud de l'Égypte. Imaginez un peu chacun de ces blocs pèse à peu près le poids d'une locomotive diesel. Imaginez maintenant transporter plusieurs locomotives en amont du Nil, puis les remorquer sur la terre ferme, et enfin les hisser à plus de 45 mètres de hauteur, jusqu'au cœur de la pyramide. Le tout à l'aide de simples cordes de traîneaux en bois et de la force musculaire. C'est ce que la version officielle voudrait vous faire croire. Mais voici le problème, il n'existe aucune preuve tangible de la manière dont cela a été réalisé. La théorie la plus répandue est celle des rampes. L'idée est que les ouvriers auraient construit d'immenses rampes sagées en forme de sillon ou de spirale pour hisser les pierres le long des parois de la pyramide en construction. Mais les ingénieurs qui ont analysé cette théorie en soulignent l'erreur fondamentale. La rampe aurait dû mesurer jusqu'à 1 mile de long et contenir plus de matériaux que la pyramide elle-même. Pourtant, aucune trace de cette rampe n'a jamais été retrouvée. Pas le moindre vestige de cet ouvrage d'ingénierie supposément essentiel n'a subsisté. D'autres proposent un autre des rampes ou des poulies spirales internes, mais là encore, aucune preuve archéologique ne vient étayer ces hypothèses. Quant aux outils censés avoir été utilisés comme des traîneaux en bois, des ciseaux en cuivre et des cordes, ils se désagrègent sous l'effet de charges aussi colossales. Des grutiers et des tailleurs de pierre modernes ont même tenté de déplacer et de façonner des blocs de granit à l'aide de répliques d'outils anciens et ont constaté que c'était extrêmement difficile et peu efficace, même avec les techniques actuelles. De fait, de nombreux ingénieurs modernes ont déclaré publiquement qu'ils ne pourraient pas reproduire la construction de la Grande Pyramide avec les outils attribués aux anciens Égyptiens. Graham Hancock l'affirme sans détour, il ne s'agissait pas de main-d'œuvre, mais de savoir-faire. Il laisse entendre que les constructeurs possédaient des connaissances techniques qui ont été perdues ou délibérément ignorées, qu'il s'agisse de systèmes
de levage sophistiqué ou d'une compréhension de la physique qui nous fait désormais défaut, il est clair que la version officielle soulève plus de questions qu'elle ne apporte de réponses. Et puis il y a, la question la plus importante de toutes. Si cela n'a pas été fait en 2500 avant notre ère, comme l'affirme l'égyptologie officielle, alors quand cela a-t-il été fait, Hancock pense que la réponse ne se trouve ni gravée dans les murs, ni cachée dans les chambres funéraires. Elle se trouve ailleurs. Non pas dans la pierre, mais dans l'eau. Pour reconstituer la véritable chronologie des pyramides Hancock, se tourne vers un élément négligé par la plupart des archéologues, la pierre du Sphinx érodée par la pluie. Ce qu'elle révèle pourrait repousser notre compréhension de l'histoire égyptienne de plusieurs milliers d'années. Le Sphinx et l'or. Aux abords du plateau de Gizeh se dresse l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité, le Grand Sphinx. Mi-lion, mi-homme, sculpté dans un seul bloc de calcaire, il contemple en silence les sables du désert. Selon les égyptologues, il fut construit vers 2500 avant notre ère, sous le règne du pharaon Khofra. Mais Hancock affirme que la chronologie est erronée et que la corriger permettrait de savoir qui a réellement construit les pyramides. C'est la question que le géologue Robert Shaw a osé poser. Dans les années 1990, Schill a étudié le Sphinx non pas comme un artefact, mais comme une formation géologique. Ces découvertes ont provoqué un véritable séisme dans le monde scientifique. La pierre qui entoure le Sphinx présente de profondes fissures verticales. Un type d'érosion causé non pas par le vent et le sable, comme le suggérait la théorie traditionnelle, mais par des pluies abondantes et prolongées. Ce type d'érosion hydrique ne put se produire que lors d'une période de précipitation importante et prolongée, un phénomène que l'Égypte n'a pas connu depuis des millénaires. La dernière fois que la région de Gizeh a reçu suffisamment de pluie pour engendrer ce type d'altération remonte à la fin du Pléiade il y a environ 10-0 et 12-0 ans, autrement dit de 10-500 avant notre ère. La théorie de Schill s'est immédiatement heurtée à l'histoire communément admise. Si le Sphinx avait réellement été sculpté aussitôt, il serait antérieur non seulement aux pyramides, mais aussi à toute la période dynastique égyptienne. Cela signifierait qu'une civilisation organisée et très performante existait déjà bien avant que l'on nous ait appris à croire à l'existence même de la civilisation. Graham Hancock a repris les découvertes de Shook et les a reliées à un phénomène encore plus vaste. L'hypothèse d'un cataclysme global, peut-être une inondation ou un bouleversement climatique brutal vers 10-500 avant notre ère, est liée à l'hypothèse de l'impact de une collision cométaire ou une fonte massive des glaces qui aurait brutalement mis fin à la dernière période glaciaire et dévasté les premières civilisations à travers le monde. Si le Sphinx a été sculpté par une civilisation prédynastique avant cette catastrophe, il pourrait être l'un des rares vestiges d'une époque révolue, celle où les anciens artisans ont laissé un message gravé dans la pierre. Les historiens reconnus ont rejeté cette idée, la jugeant marginale, mais ils peinaient à réfuter les preuves géologiques évidentes. L'érosion éolienne et le sablage ne peuvent expliquer ces motifs. Seule l'eau le peut. Hancock en a conclu que le Sphinx n'avait pas été créé en 2500 avant notre ère. Elle fut simplement adoptée par les pharaons, tout comme les pyramides, d'une culture bien plus ancienne. Et de même que le Sphinx fut construit en 10-500 avant notre ère, il ne saurait être fortuit que les étoiles de cette époque s'alignent parfaitement avec les monuments situés en dessous. Hancock pensait que les bâtisseurs de Gizeh cartographiaient également le ciel et ils désignaient Orion comme preuve, un message dans les étoiles. La date n'est pas le fruit du hasard. Avant de révéler qui ont réellement construit les pyramides, Hancock s'est demandé et si les pyramides d'Égypte n'étaient pas de simples tombeaux ou monuments, mais faisaient partie d'un message bien plus vaste, non pas écrit à l'encre ou gravé sur les murs, mais tracé à travers les étoiles. C'est le cœur de la théorie de la corrélation d'Orion, de Robert Bauval, une idée révolutionnaire qui a transformé notre vision du plateau de Gizeh. Bauval remarqua quelque chose d'étrange. Les trois pyramides de Gizeh ne sont pas parfaitement alignées.
La troisième, la plus petite, est légèrement décalée. Cette disposition singulière, longtemps considérée comme une simple particularité de construction, reflète en réalité les 3 étoiles de la ceinture d'Orion dans le ciel nocturne. Mais son interprétation est plus profonde. Bovall a utilisé un logiciel astronomique pour calculer la date à laquelle la ceinture d'Orion serait apparue dans cette configuration précise, directement au-dessus de Gizeh. Le résultat indique environ 10,500 avant notre ère. Cette date concorde presque parfaitement avec les conclusions du Dr. Robert Schoch concernant l'érosion hydrique du Sphinx. 2 types de preuves, l'une géologique et l'autre astronomique, convergent vers une même époque reculée. Pour Graham Hancock, il ne peut s'agir d'une coïncidence. Il soutient que le plateau de Gizeh a été conçu non seulement comme un site cérémoniel, mais aussi comme un modèle céleste. Cette théorie se renforce encore lorsqu'on constate que d'autres sites antiques à travers le monde reflètent également des cartes stellaires. De Göbekli Tepe en Turquie à Teotihuacan au Mexique, des monuments sacrés semblent s'aligner sur les constellations. Cela suggère un savoir universel partagé bien plus ancien et avancé que nous ne l'avions jamais imaginé. Comme le dit Hancock, ce sont des cartes du ciel figées dans la pierre, des messages laissés par les survivants d'un cataclysme planétaire. Des gens qui connaissaient les étoiles, maîtrisaient la géométrie et souhaitaient qu'on se souvienne d'eux, non par les livres, mais en alignant la terre et le ciel. La question n'est donc plus de savoir quand les pyramides ont été construites, mais qui possédait le savoir et le pouvoir nécessaires pour les bâtir avec une telle perfection, une telle intention des milliers d'années avant l'apparition de toute civilisation écrite. Et Hancock affirme avoir trouvé la réponse. Les bâtisseurs fantômes, vestiges d'une civilisation disparue. C'est là que Graham Hancock frappe fort et révèle ce que les historiens traditionnels taisent des pyramides n'ont été construites ni par le pharaon Khufu, ni par aucun autre pharaon. Elles furent construites par quelqu'un d'autre bien avant même l'existence de l'Égypte dynastique. Selon Hancock, les véritables bâtisseurs étaient les survivants d'une civilisation avancée. De l'ère préglaciaire anéantie, il y a environ 2800 ans par un cataclysme global, peut-être l'impact d'une comète durant la période du Dius récent. Il ne s'agissait pas d'hommes préhistoriques, mais de maîtres architectes, astronomes et navigateurs. Un peuple oublié que Hancock qualifie de magicien des dieux. Il pense que lorsque cette civilisation s'est effondrée, ses survivants ont disséminé des fragments de leur savoir à travers le monde, semant ainsi les graines de cultures anciennes ultérieures. La Grande Pyramide fut l'un de leurs plus importants héritages. Non pas un tombeau ou un monument à l'égocentrisme, mais une capsule temporelle, un message de pierre conçu pour survivre aux inondations, aux guerres et à l'oubli lui-même. Et c'est là que cela devient troublant. Hancock démontre que des structures pyramidales et des alignements cosmiques apparaissent sur tous les continents. De la pyramide solaire de Teotihuacan au Mexique à Angkor Wat au Cambodge, en passant par les pyramides de Maro au Soudan, toutes construites par des peuples supposément sans contact, elles partagent pourtant des constantes mathématiques, des alignements célestes chez Sazamain et même des caractéristiques architecturales similaires. Il établit le lien entre ces éléments en expliquant qu'ils examinaient des empreintes digitales. La même main, le même savoir transmis à travers le temps. Pour Hancock, les bâtisseurs des pyramides de Gizeh maîtrisaient une géométrie sacrée nouvelle, mesurant les dimensions de la Terre, et avaient inscrit dans la pierre la succession des équinoxes. Un savoir que nous n'avons commencé à appréhender que récemment. Et voici l'affirmation finale qui a stupéfié le monde. Hancock ne se contentait pas de conjectures. Il apportait de la preuve. Grâce à la géologie, l'astronomie, l'analyse architecturale et la reconnaissance de schémas globaux, il a constitué un dossier qui désigne directement une véritable civilisation disparue, plus âgée, plus intelligente et bien plus compétente que tous ceux que l'on trouve dans nos manuels scolaires. Voilà qui ont réellement construit les pyramides. Mais si cela est vrai, et si l'histoire se trompe à ce point, pourquoi ne nous l'a-t-on jamais dit? Hancock affirme que la réponse est simple, car certains s'efforcent de dissimuler la vérité. La dissimulation.
Pour Graham Hancock, le plus révoltant dans toute cette affaire, ce ne sont pas seulement les zones d'ombre, mais la manière dont elles ont été activement occultées. Il évoque un événement de 1993 qui a tout changé. L'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink a envoyé un robot nommé Upuat 2 dans les étroits conduits de la Grande Pyramide. Ce qu'il découvrit stupéfia le monde. Une porte scellée au cœur de la pyramide menant à un lieu inconnu. Mais au lieu de susciter l'enthousiasme et de poursuivre les explorations, Gantenbrink se vit refuser l'accès. Les autorités égyptiennes, sous la direction de Zahi Hawass, alors directeur des Antiquités, prirent le relais et lui interdirent l'accès. À ce jour, le mystère de cette porte demeure entier. Pourquoi interrompre les investigations sur un sujet aussi important? Hancock pense qu'il s'agissait d'une censure intentionnelle. En 2017, des scientifiques ont utilisé la tomographie muonique, une technique de pointe d'imagerie par particules, pour explorer l'intérieur de la pyramide. Leur découverte fut encore plus stupéfiante, un immense vide caché au-dessus de la Grande Galerie, un espace si vaste qu'il pourrait abriter un avion de ligne. Mais une fois encore, aucune caméra n'a été installée et aucune mise à jour ni fouille n'a été effectuée. Le silence est total. Frustré par cette dissimulation, Hancock a finalement pris la parole déclarant « Je ne peux plus me taire ». Il estime que ces découvertes sont délibérément dissimulées au public, non pas parce qu'elles représentent un danger, mais parce qu'elles constituent une menace. Si les pyramides n'ont pas été construites par les Égyptiens de l'époque dynastique, alors toute la chronologie de l'histoire devrait être réécrite. Les carrières universitaires, les institutions internationales, voire la fierté nationale sont ancrées dans la version actuelle des événements. Remettre en question ce récit n'est pas seulement gênant, c'est explosif. Ainsi, au lieu d'une recherche ouverte, on assiste à un contrôle de l'information. Au lieu de réponse, on obtient des excuses. Hancock ne prétend pas détenir toutes ces mots, les 411. Son propos est encore plus percutant. Nous avons le devoir envers le passé, comme envers l'avenir, de poser les bonnes questions. Pour Hancock, il ne s'agit pas seulement d'une dissimulation historique, mais d'une atteinte à la mémoire collective. Il est convaincu que les pyramides ne sont pas des tombeaux, mais des messages et des signes délibérés d'une civilisation disparue. Et ce message a été enfoui non seulement sous le sable et la pierre, mais aussi sous des siècles de déni. S'il a raison, alors nous ne sommes pas la première civilisation avancée à avoir foulé cette terre. Et peut-être ne sommes-nous pas aussi exceptionnels que nous le pensions. Que pensez-vous des preuves de Hancock? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.